800 000 auditeurs la dernière fois, 800 000 auditeurs, ouais. Bon, on a compté souvent le même, là. On va arriver à 800 000. Bon, ben bonjour tout le monde. Approchez-vous pour ceux qui n'ont pas des bonnes oreilles. Sinon, ben on commence. En décembre, on avait parlé, on va y aller par la logique. On avait parlé en décembre de l'alimentation, c'est-à-dire réservoir, plomberie, pompe à essence. Maintenant, l'essence est rendue au carburateur. Ça y a pris du temps. Entre décembre et le mois de mars, ça y a pris du temps. Le tuyau était peut-être un peu long, mais bon. Puis le prix a changé, oui, c'est ça. C'est ça. Fait que les carburateurs, en fait, là, ils arrivent sous toutes sortes de formes, mais quand on regarde comme il faut, là, ça finit tout par se ressembler, là. On a des carbus, ce qui est bien commun qu'on entend dans le jargon habituel, les carburateurs 1 baril, 2 barils, 4 barils, machin. Bon, mais ce qu'on fait référence, il y en a beaucoup qui nous le demandent. Curieusement, ça semble être acquis pour tout le monde, mais ça ne l'est pas. Ça, c'est un carburateur 1 baril parce que le baril, en réalité, on fait référence au trou qu'il y a là, c'est-à-dire le papillon d'accélérateur qui bouge comme ça. Lui, c'est un 1 baril. Lui, c'est un 2 barils. Il y en a deux. C'est aussi bête que ça. Puis lui aussi, c'est un 2 barils. Même affaire, même principe. Pour les Français, c'est des corps. Pour les Français, c'est des corps, oui, c'est ça. Des corps. Des corps, oui. Puis des bouteilles de bière vide, c'est des corps morts. Mais ça, c'est une autre affaire. C'est une autre affaire. Bon, pourquoi est-ce qu'il y a 1 baril, 2 barils? Ça, c'est le fabricant qui décide ça. C'est ni plus ni moins que pour la capacité de nourrir le moteur, en fait. Quand le moteur a soif, ben il faut y en donner. À un moment donné, il y a une question de logique aussi. Si on parle d'un gros moteur, bien, on finirait par être obligé d'avoir rien qu'un baril comme ça. Tu sais, c'est pas logique non plus. Ça serait difficile d'atomiser l'essence aussi correctement, juste avec rien qu'une sortie. Ce qu'on aime mieux, c'est diviser pour pouvoir mieux atomiser l'essence puis avoir un meilleur contrôle sur l'ensemble de ce qu'on veut y faire au carbu, dépendamment du RPM du moteur. Fait que ce qu'ils ont fait, bien, plutôt que de continuer à faire des gros, lui, ça commence à être un gros, là, pour être tout seul. Bien, ce qu'on a commencé à faire très tôt dans l'industrie automobile, bien, on les a divisés. Puis il y en a certains que c'est des 3 barils, mais on n'en voit à peu près pas. Puis sinon, on passe de 2 à 4. Là, en général, c'est ça qu'on fait. Comment ça marche un carburateur? Bien, là, faut pas oublier le choke, là. J'ai pris lui parce que lui, il a un choke automatique, là. Je dis ça, quelqu'un me le fera penser à la limite si j'oublie, là. Mais comment ça marche, en fait? Un carbu, là, un moteur, ce que ça a besoin, c'est d'avoir un mélange d'air-essence à 15 pour 1. Mais 15 pour 1, ça a l'air facile à faire, mais c'est quand même assez difficile quand on y pense parce que le moteur ne tourne pas toujours à la même vitesse. Ce qui me fait dire aussi que les carbus d'engins stationnaires ou de génératrices, par exemple, généralement, ne sont pas pareils. Il y a beaucoup de choses là-dedans qui sont soit absentes par rapport à un carbu automobile et qui sont différentes. On ne pourrait pas prendre un carbu de génératrice puis le mettre sur son char, même si en apparence, il est identique. Il y a des affaires là-dedans ça ne marchera pas bien. Fait que ça vous donne une idée de la complexité de ça ici. Aussi, quand les vieux chars, bien, on voit toutes sortes d'affaires ici. Là. Il y a des gens qui ont commencé à travailler ces vieux chars avant nous autres. Là. Puis c'est pas toujours beau à voir. Et puis on peut avoir, par exemple, un carburateur comme celui-là, d'en avoir 5 ici sur l'établi. Puis il n'y en a pas un pareil, même si physiquement ils sont pareils. C'est-à-dire qu'ils sont calibrés de certaines façons pour délivrer une quantité d'essence X à tant d'RPM. Bien, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous pareils, là. Ils sont généralement différents. Puis ils ont tous des numéros. Parfois, ils ne sont pas faciles à trouver. Lui, je ne le vois pas là, facilement, mais ils ont tous des numéros. Généralement, on est capable de le trouver avec les données techniques. Puis ces numéros-là sont importants à respecter quand vous avez, par exemple, un remplacement de carbu à faire. Il faut absolument respecter ça, sinon vous risquez, ça ne veut pas dire tout le temps, mais vous risquez d'avoir des troubles avec un des circuits du carbu qui ferait défaut. Par exemple, vous allez, je ne sais pas, mais vous allez avoir... vous prenez un carburateur comme ça que vous trouvez sur eBay parce que les braquettes sont pareilles, les trous c'est pareil, mais vous ne savez pas comment c'est calibré à l'intérieur, mais vous allez peut-être avoir un trouble en accélération, il va manquer, il va baisser, après ça il va accélérer plus tard, ou difficulté à ajuster le ralenti. Les carbus ont été calibrés pour le moteur sur lequel ils ont été conçus. Puis malgré l'apparence très semblable de certains, ça va aller soit bien,
même dans certains cas très bien, ou bien très mal. Fait que si vous avez besoin de remplacer le carbu, remplacez-le par un qui est de bon numéro, qui fit avec le moteur aussi. Mais bon, il y a certains chars aussi qui n'ont pas le bon moteur, fait que à partir de là, tu sais, mais ça vous montre un peu la complexité de l'affaire. C'est pas, là, on ne parle pas d'une Camry 2017 là, qui rentre ici puis qu'on branche le scanner dessus, puis que personne, aujourd'hui, il n'y a plus personne, à part les jeunes qui tiennent le Honda Civic ou le truc du genre, mais il n'y a plus personne qui joue dans leur char. Il n'y a pas personne qui a envie de changer le moteur de son Camry pour en mettre un plus gros. D'abord, il n'y en a pas. Fait que ça règle la question. Mais on ne touche pas à ça. Mais dans le temps, les gens, ils bricolaient gros. Puis aujourd'hui, là, la voiture ancienne est de plus en plus populaire. Le vintage est populaire aussi en général. Mais là, ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui taponnent là-dessus, font des flips, puis ils mettent ça à vendre. Mais là, ils mettent n'importe quoi en dessous du hood. Puis ça marche n'importe comment aussi. Fait que, on a vu des chars rentrer ici, pas de choke, la palette du choke c'est complètement disparue, il n'y a plus rien. Là, le client appelle et il dit il est dur à partir. Tu enlèves le filtre à air, tu t'aperçois qu'il manque des morceaux. Là, tu dis ben on va trouver un autre carbu comme un donneur, puis on va prendre des pièces de un puis le mettre dans l'autre si ce carbu-là est encore bon. Exemple, s'il est encore bon, si c'est le bon numéro. Mais ça peut être long, on fait une réparation de carbu. En tout cas, là, je diverge un peu, mais voilà. Bon, OK. On a besoin de faire du 15 pour 1 en tout temps avec ça. En tout temps. Parce que le moteur, lui, évidemment, plus qu'il tourne vite, plus qu'il aspire de l'air, ça veut dire que sa grosse quantité d'air qu'il aspire, il faut qu'il y ait du gaz pour aller avec. Ça veut donc dire que lui, c'est ni plus ni moins qu'une valve à gaz à ouverture variable. C'est un peu ça, en fait. Lui, à mesure que le moteur augmente, lui, il faut qu'il laisse passer de l'essence en grande quantité. Ça, c'est vraiment un carburateur, c'est vraiment un truc très imprécis, mais très ingénieux aussi. Ceux qui ont commencé à travailler ça, là, les ingénieurs de l'époque, là, chapeau, parce que c'est vraiment quelque chose de spécial. On va y démonter à mesure, tantôt, à mesure qu'on va discuter de ça, puis de son fonctionnement. Ce qui vous fait accélérer, là, c'est les papillons d'en bas. C'est ceux-là ici qui sont rattachés avec la pédale d'accélérateur. Bon, bien, quand il est au ralenti, il est fermé comme ça. Puis quand vous voulez impressionner la mademoiselle qui est sur le bord du trottoir, puis user vos pneus en arrière, bon, ben vous ouvrez ça subitement comme ça. Je n'inclus pas ceux qui ont des 2 chevaux parce que... Mais toi, tu travailles plus avec ta cloche. Ouais, OK, tu joues plus avec la cloche pour certains petits moteurs. Non, c'est ça. Bien, on va y arriver, mais oui, c'est juste le vacuum. Mais il y a un truc, parce que le gaz, il ne débordera pas comme ça dans le moteur, juste avec du vacuum. Il y a un truc avec ça, on va en parler. Vous accélérez, vous voulez impressionner la pitoune qui est sur le coin, ou bien vous avez votre belle-mère avec vous autres. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de la belle-mère. Hein? Ça fait un bout, hein? On avait commencé ça, la belle-mère. Oui, c'est ça. Moi, tu as de la pression, tu ne veux pas en parler de la belle-mère. Non, justement, c'est ça que j'allais dire, parce que pour ceux qui ne le savent pas, on en parlait au début, ça fait 4-5 ans qu'on fait ça, les ateliers. Puis on parlait de la belle-mère, de la mienne surtout. Puis je disais que j'avais la meilleure belle-mère au monde. Il n'y a pas personne ici qui a une belle-mère comme la mienne. En Europe. Parce qu'elle est en Europe, oui, c'est ça. C'est ça. Parce qu'elle est loin, elle est en France. Bon, OK, elle n'écoute pas, là. J'espère qu'elle n'écoute pas, en tout cas. Ouais, c'est aussi. Enfin, on verra. OK, le moteur, lui, en tournant, il respire de l'air. On comprend pourquoi quand le piston descend au moment de l'admission, la valve d'admission rouvre à ce moment-là, c'est bien synchronisé. Puis un piston qui est grand comme ça, puis qui descend sur une course de longue, ça a un appel d'air quand même assez grand. Mais qu'est-ce qui fait que le piston appelle l'air? On va appeler ça de même, là. Qu'est-ce qui fait en réalité qu'il siphonne de l'air? En fait, il ne siphonne pas. Ce qui fait, c'est que la pression baisse en descendant le piston dans le cylindre. Si la pression baisse dans le cylindre, bien, la pression atmosphérique est plus haute. Fait que la pression atmosphérique pousse l'air à rentrer. C'est comme ça que ça marche. C'est pour ça que, en partie, que les turbos sont utiles, parce que la pression atmosphérique puis la différence n'est pas assez grande pour que le moteur se remplisse parfaitement. Fait que le turbo, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il vient pallier ce problème qu'on ne peut pas corriger de façon atmosphérique. Fait que lui, il force l'air à rentrer parce que juste la différence de pression entre le cylindre qui descend et la pression atmosphérique fait qu'à haut régime, le moteur se remplit moins bien.
Puis c'est pour ça qu'à haut régime, les moteurs perdent du torque et de la puissance. Mais tu y mets un turbo, mais à haut régime, s'il se remplit mieux, bien, il va continuer de produire de la puissance. C'est pour ça. Là. Puis c'est pour ça aussi que les carbus, les tubuleux d'admission, puis tout ça, il faut que ça soit tout arrangé pour que, pas le liquide, mais l'air, essence, n'ait pas trop de ricochets à faire puis d'être ralenti. On peut deviner que si on souffle dans une trompette, puis que la trompette est faite de même, rendu au bout, il ne devrait pas avoir grand son. Que, quand la trompette est en ligne droite, c'est plus facile d'avoir du son, mais c'est la même affaire, c'est le même principe. Sauf que ça ne siffle pas bien, oui. C'est le fait d'aller en montagne, en hauteur, à plus haute altitude, va l'affecter. Oui, il y a la pression atmosphérique qui n'est pas pareille, puis l'altitude change des affaires aussi. L'altitude aussi va changer pour certains moteurs, il va les faire pinker aussi. Il va falloir jouer avec l'allumage pour ceux qui sont en hauteur tout le temps. Mais aujourd'hui, ici au Québec, c'est correct, là, tout est plat. Là. Mais sinon, il y a des places où c'est sérieux, les hauteurs. Les voitures d'aujourd'hui, ils se calibrent toutes de façon automatique par l'ordinateur. Ils vont ajuster le timing, la quantité d'essence, ça va tout se faire avec les moteurs ne pinkeront pas, ils vont garder une puissance relative. Autrement dit, on ne s'en rend pas compte. Mais vous allez, par exemple, aller dans l'ouest puis grimper dans le bout des Rocheuses avec un char qui fonctionne très, très bien ici, ça se pourrait que là-bas, il n'y aille pas bien. Mais c'est pas parce qu'il y a un problème, c'est parce qu'il se ramasse avec l'altitude qui change les réglages de ça. Il y a eu, dans les années 80, tu sais, l'injection est arrivée à peu près en 85, là, j'arrondis, là, mais dans les années 80, ils ont quand même essayé de perfectionner les carbus autant qu'ils ont pu, là, tu sais. Puis, il y avait des carbus exprès pour des régions pas éloignées, mais en hauteur comme ça, en altitude, ouais. Il y avait des carbus qui étaient programmés pour ça, puis il y en a qui rajoutaient des petites valves ou des petits cossins exprès là, pour pallier à ce genre de situation. Mais aujourd'hui, avec l'injection, ça se fait tout seul. Là, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ce que l'injection fait aujourd'hui tout seul, ça le faisait de façon mécanique en utilisant la physique terrestre. C'est quand même assez fascinant ce que ça peut faire comme travail. Puis on le méprise gros d'un carburateur, on méprise ça beaucoup. C'est malheureux parce que ça mérite, je dirais, beaucoup d'admiration pour ceux qui les ont conçus. C'est vraiment quelque chose d'intéressant, ça. OK, là on est au ralenti, le moteur il pompe de l'air, OK? On va dire ça de même. Il pompe de l'air. Lui, ça va sur un 8 cylindres, ce carburateur-là. On a 8 cylindres qui sont gros comme ça. Puis à tour de rôle, de façon bien synchronisée, veulent avoir de l'air, mais le papillon fermé, on y en donne pas, ou très peu, là, il marche au ralenti. Fait qu'on y en donne juste assez pour pas qu'il s'arrête. Qu'est-ce qui va arriver entre les pistons puis le carburateur? Il va se créer un vide, là, parce qu'il y a une espèce de demande qu'on comble pas. Fait que ça va jusqu'à date. Si on l'ouvre subitement comme ça, il ne faut pas oublier qu'on a la belle-mère qu'on veut impressionner sur le banc d'en arrière. On ne la suit pas en avant, on la garde en arrière quand même. Non, mais c'est parce que la belle-mère est assise sur le banc d'en arrière, puis il y a toujours la pitoune, l'autre en avant. Tu sais, c'est pareil sur le coin. Là. Il y en a deux, ouais, c'est ça. Le gars, au début, il avait compris les habitudes de la pitoune, mais il ne pensait pas qu'il était pour avoir sa belle-mère cette journée-là. En tout cas. Fait que là, vous ouvrez ça subitement, peu importe la raison, on va rester calme et sérieux. Qu'est-ce qui arrive tout d'un coup? Répondez pas tout en même temps, j'entends pas. Bien, il n'y a pas une perte de vacuum, mais ce qui arrive, oui? Il commence à étouffer parce qu'il y a trop d'air qui rentre dans le piston. Ah non, mais là, il marche bien le moteur. La plupart des véhicules, quand tu payes sur le gaz, il accélère. Il marche. Là, on ne parle pas d'une panne, là. On ne parle pas d'un moteur en panne. Là. Qu'est-ce qui arrive? Bien, on va combler le vide par la pression atmosphérique. On va avoir une chute d'air incroyable subitement qui va partir d'ici puis qui va rentrer par l'entrée d'air qui est là. C'est ça qui va arriver. Là, lui, il faut qu'il réponde instantanément pour pas que le moteur crève, comme tu disais, mais il ne faut pas qu'il crève le moteur. Il faut qu'il, surtout qu'on pèse dessus, il faut qu'il parte comme ça en rotation et non pas descend puis hop, on remonte. S'il fait ça, bien, on a un problème. Tu sais, on a un problème. Bon, bien, lui, il va être conçu pour le faire, ça. Il va recevoir subitement la charge d'air par en haut. Il va donner l'essence qui correspond à la quantité d'air qui passe, exprès pour pas que le moteur étouffe. Bon, il y a d'autres composantes électriques en rapport avec l'allumage aussi qui travaillent là-dedans, là, mais là, pour l'instant, on s'arrête au carbu. Pour passer du ralenti à, par exemple, l'accélération soudaine comme ça, parce qu'il y a la pitoune qu'on veut impressionner, bon, bien, si on n'a pas un dispositif
particulier pour justement ces moments-là d'accélération quand on part de 5 coins de rue. Bien, le moteur va crever. Il va crever, puis là, il va vouloir étouffer, puis à un moment donné, il va avoir un débit d'air qui va se stabiliser ici par rapport à la rotation du moteur. Il va cracher un peu d'essence, puis là, il va repartir, puis il va remonter. C'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut en accélération, si on paye sur le gaz, ça répond tout de suite, puis que... Fait que lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire ce que tout bon char d'aujourd'hui fait, c'est qu'il va injecter de l'essence. Il y a une injection dedans d'essence qui va se faire entre le ralenti et la vitesse de croisière. Ça ne dure pas longtemps. Dépendamment des carbus, ça va durer une seconde et demie. Vous avez un injecteur par baril en général. Pour les 1 baril comme ça, c'est correct, il y en a juste un, mais en général, pour les 2 barils, tu en as un par baril. Aussitôt que vous touchez à l'accélérateur au-delà du ralenti, il injecte de l'essence. Il y a une pompe, on l'appelle la pompe d'accélération, mais les jets, c'est des gicleurs, ça injecte de l'essence, pareil comme on va pousser une seringue. Qu'est-ce que tu me donnes comme exemple, là? Ah, oui. Oui, ben non, une seringue pleine d'eau, là, vous poussez là-dessus, ça va être exactement la même chose. Il va y avoir une canalisation là-dedans qui va injecter de l'essence, exprès pour pallier entre le ralenti puis jusqu'à temps que la vélocité de l'air en dedans fasse cracher les gicleurs principales. Parce que là, ça arrive trop subitement puis le moteur ne tourne pas assez vite. Fait que ce petit dispositif, à peu près tous les carburateurs l'ont. Puis quand ça fait défaut, le symptôme principal, c'est justement ce que je disais. Il crève un peu, après ça, il stabilise puis il repart. Ça, on n'aime pas ça, on a toujours l'impression, puis même dans certains cas, il va se staller complètement, il va repartir très bien. Puis là, vous allez gosser avec la pédale un peu, puis après ça, à 60 000 $ il va super bien. Fait que une fois que ce dispositif-là, ou une fois que l'accélération est passée, ce dispositif-là ne fonctionne plus. Il n'est plus utile, on n'en a plus besoin. C'est sûr, si tu lâches le gaz, puis tu repompes, vu qu'il est mécanique, puis il est rattaché avec la tringlerie, bien, il va en injecter une autre fois. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est plus tellement comme ça. Là. On dit quand même de rouler pas trop de façon agressive, là, mais il reste dans le temps, quand tu jouais de la pédale à gaz, à chaque fois que tu donnais un coup de gaz, tu injectais de l'essence qu'il n'y avait pas toujours besoin. Au début, il en a besoin, c'est correct, quand tu pars de zéro, puis tu vas accélérer, c'est bon, mais tu roules... Ouais, c'est ça. Mais tu sais, tu roules déjà 60, puis tu relâches un peu le gaz, tu repèses dessus, ben tu injectes une partie d'essence qu'il n'y a pas besoin. Là. Fait que c'est une façon de... manière de conduire aussi. Il y en a qui trouvaient que le char prenait bien du gaz, puis d'autres pas. Bien, la plupart du temps, c'était un cas de 18, 18 pouces en arrière du volant. Puis... Fait que c'est ça. Une fois qu'on a passé ce stade-là de l'accélération, bien là, on part du ralenti. Là, on accélère. Il y a la pompe d'accélération qui fait sa job, qui injecte pour éviter que le moteur crève. Bien là, la vélocité de l'air va augmenter. Puis il va permettre, on va démonter le carbu, là, on va voir, va permettre un vide autour des gicleurs principaux. Puis là, le carburateur va se mettre à déborder. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il déborde. Mais il ne déborde pas parce qu'il y a un problème, il déborde parce qu'on l'a contrôlé comme ça, puis qu'on veut qu'il déborde. Puis là, bien, la grosseur des jets, bien, c'est ça qui fait la calibration par rapport au moteur qu'il a besoin. Les jets n'ont pas toutes la même grosseur. C'est pour ça que je disais tantôt, vous avez 5 carburateurs comme ça. Mais si les jets ne sont pas calibrés de la bonne façon, ce qui va arriver, bien, vous allez avoir un carburateur peut-être sur votre moteur qui ne débite pas assez d'essence, l'autre qui en débite trop, puis le vôtre que vous auriez besoin est au milieu. C'est pour ça que je parlais des numéros de carbu qui est bien, bien important à respecter. C'est bien important à respecter si vous voulez que ça aille bien. Ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas parce que vous prenez l'autre d'à côté qui n'est pas du bon numéro, mais il faudrait s'attendre à travailler un petit peu plus fort pour le faire marcher correctement. Là. Ça peut arriver. Mais évidemment, il y a des véhicules avec des carbus là, qui sont introuvables aujourd'hui, mais vraiment introuvables. Là. Mais là, on n'a pas le choix. Là. Si tu en trouves un qui est proche, bien là, il faut le travailler pour pouvoir arriver à faire quelque chose aussi. Les jets, dans certains cas, ils sont démontables, on peut les agrandir, on peut mettre de la soudure dedans pour les rapetisser à la limite s'il faut repercer. On peut jouer avec ça. Là. On peut les travailler un petit peu quand même. Là. On peut, si on est bien mal pris. Mais ça va sur un Ford. Les carburateurs de Ford, là, si vous n'en trouvez pas là, pour mettre sur votre Ford, là, vous êtes aussi bien de faire d'autres choses dans la vie comme passe-temps parce qu'il y en pleut de ça. Là. Ça fait qu'il n'y a pas de raison que vous gardiez un carbu qui ne fait pas sur votre véhicule. La même chose pour les GM. Ça, c'était bien populaire sur les GM. Bon, bien ça, c'est pareil. Là, vous n'avez pas le bon numéro. Cherchez le bon numéro, puis après ça, vous allez déjà éliminer probablement une série de problèmes. Fait que voilà. Là, on va démonter ça ici. C'est le temps, si vous avez des questions, maintenant je démonte ça. Là. Les fabricants continuent de faire des carburateurs avec les bons numéros.
Oui, il y en a encore qui fabriquent. Oui, il y en a encore qui fabriquent avec les bons numéros. Bon, là, j'oublie la marque. J'ai justement vu une vidéo il n'y a pas longtemps où ils font le tour de l'usine. Puis ils produisent encore les. Hein? Non, pas Autoline, c'était aux États. J'oublie le nom, j'ai un blanc. Là, mais ils faisaient faire le tour de l'usine. Puis ils montraient 2 ou 3 carbus qui étaient fabriqués dans les années 60. Puis ils le fabriquaient encore parce qu'il y avait de la demande. Puis, un carburateur, ça use, oui, ça use. Oui, ça use. Les 2 chevaux, oui, il y a des numéros. Là, c'est la grosseur qui compte. Là. Mais c'est pas un numéro, je comprends ce que tu veux dire, c'est pas un numéro d'identification. Là. Tu vas l'avoir avec... Pour les Ford? Bien, Ford ont utilisé beaucoup de marques comme ça. C'est un Strongberg, ça. Ça, c'est un Strongberg, ouais. Bon, ben, j'arrive pas à le décoller. On va en prendre un autre. On revient au même. Non, c'est ça. Vous allez voir que c'est assez ingénieux, puis que les personnes qui ont compris comment ça pouvait fonctionner à cette époque-là, là, c'est pas mal intéressant, puis ces gars-là méritent beaucoup notre admiration parce que s'ils ont comment. Oui, vas-y, c'est le temps. Là. Ben, je veux dire, le commentaire, c'est rigolo aussi. M. Laporte, il dit « Bravo, c'est funny de vous voir. » Ah ouais, OK. Ma question, on fait quoi quand il y a du gaz qui sort du muffler? Du gaz? C'est pas du gaz, c'est probablement de l'humidité, c'est probablement de l'eau. De l'eau avec de la suie un peu noire. Ça m'étonnerait que le gaz se rende jusque-là. Je serais surpris. Ouais, si tu peux enlever la tête dessus. Il faudrait voir. C'est ça. Il y a du gaz qui sort de là, on va le récupérer. Au prix qui coûte, il faudrait le récupérer, oui, c'est ça. Mais je serais surpris que ça soit du gaz. C'est très certainement de l'eau, de l'humidité, puis avec de la suie. En tout cas, on verra. S'il y a quelque chose, bien, on en reparle. Bon, ce qui est bien cool, on le voit très bien sur ce carburateur-là. On va le faire passer après, là. C'est que vous voyez des espèces de petits tubes à l'intérieur. Il y a un tube plus petit que l'autre, puis il y en a un qui l'entoure. Puis après ça, vous avez le tube principal ou le baril du carbu. Tout le monde le voit bien, ça? Oui. Bon, c'est surtout ça qui est le plus intéressant dans le carbu, au niveau de la physique terrestre, disons. Tu sais, des fois, il y en a qui nous appellent et nous demandent... c'est drôle parce qu'il y en a qui pensent qu'on fait une des Américaines, puis il y en a d'autres qui pensent qu'on fait juste des 2 chevaux. Dépendamment où ils ont regardé avant de nous connaître, là, c'est drôle parce qu'on fait les deux assez bien, tu sais. On n'a pas de souci avec ni un ni l'autre, mais la physique terrestre, parce que... Non, c'est ça. Les gens, après ça, ils me demandent, une fois qu'on a statué qu'on fait les 2, êtes-vous confortable avec les moteurs européens? Ben oui. Oui, mais il y a une différence avec les Américains. Ben non. Il n'y a pas de différence en réalité. Parce que la physique terrestre, là, elle ne change pas parce que la physique terrestre traverse une frontière. C'est toute la même poutine pour tout le monde. Ils n'ont pas le choix. Les moteurs marchent tous de la même manière. Par contre, comment est-ce qu'ils font ouvrir des soupapes, par exemple, sur un type de moteur peut être différent d'une ouverture d'un mécanisme d'ouverture de soupape sur un autre. Oui, mais le principe, c'est quoi? C'est qu'on veut qu'une soupape ouvre au moment où on veut. Puis si tu n'arrives pas au bon moment, bien, le moteur ne marche pas au point, que ce soit une européenne ou n'importe quoi d'autre. Ah, merci. Celui-là, on voit à peu près la même chose, mais la forme est un peu différente, mais le but, c'est le même. Ce qu'on voit de différent sur lui, qui est plus prononcé sur lui que sur lui, c'est que le baril en question, on voit un rétrécissement. Si vous observez comme il faut, on va le faire passer après, c'est que le baril commence comme ça, puis après ça, il se rétrécit comme ça, puis il revient comme ça. C'est ça qui est la magie, where the magic happen. C'est là que ça se passe. Tout est là. Ici, on le voit aussi, là, tantôt, quand ça va tourner, vous allez mieux voir, là, on le voit aussi un petit peu. Mais lui, il est fait, on dirait qu'il est fait un peu plus agressif, tu sais, il est moins smooth que lui. Mais ça, c'est les fabricants qui décident ça. C'est eux autres. C'est pas nous autres qui allons jouer là-dedans puis dire, parce qu'on a lu sur un forum que les Venturi, ça s'appelle les Venturi, là. Les Venturi ont été mal taillés sur ce modèle de carburateur-là. Il y en a qui passent la lime là-dedans. Là.
L'Internet là, est full d'histoires, les forums ou ces trucs-là, là, surtout pour les... Là, je ne parle pas des véhicules modifiés. Les véhicules modifiés, c'est un autre monde, c'est complètement une autre affaire. Il y a des réglages que tu peux faire sur une carburation de véhicules modifiés que tu ne peux pas faire là-dedans. Nous autres, on parle de véhicules d'origine. Il y a des affaires qu'on ne peut pas changer. On n'ira pas changer la grosseur des Venturi. Les tubes dont je vous parlais, ça s'appelle des Venturi. On n'ira pas changer ça, là. On ne touche pas à ça. Parce que ça a été calibré puis fabriqué pour aller avec le moteur qui va avec ça. Ça marche bien, là. On ne touche pas à ça. Le phénomène là, de ça, là, c'est que c'est un peu le même principe qu'un avion. L'avion pourquoi est-ce que l'avion reste dans les airs? C'est qu'on fait passer l'air au-dessus de l'aile plus vite qu'en dessous. En faisant passer l'air plus vite, ça baisse la pression. Ça veut donc dire qu'en dessous, la pression est plus haute, puis l'avion se met à s'envoler comme ça. Bon, ça c'est le principe bien vite, là. Ah, ben oui, comme les voiliers, ben oui, la même affaire. Bon, ben, tu veux parler de voilier, moi je parle d'avion, mais moi je vais parler de ça aussi, c'est la même poutine. C'est la même poutine. À peu près tout le monde ici a pris le métro au moins une fois. Vous rappelez-vous ce qui arrivait quand on ouvrait la porte du métro? Elle est dure à ouvrir la plupart du temps. Puis ils ne vendent pas dehors, ils ne vendent pas dans le métro, mais dans l'angle de la porte, ils vendent en crise. Bon, bien c'est ça qui se passe. Ça. Le rétrécissement, c'est la porte de métro. On veut augmenter la vitesse pour baisser la pression. Si on baisse la pression au bon endroit, puis là on voit ici là, les petits bouts en brasse qui sont placés au centre, ça c'est le gicleur. C'est là que l'essence va sortir, il est placé au centre. Bien, ce qu'on veut, c'est baisser la pression juste là. Ça veut dire qu'on joue avec la pression atmosphérique en quelque part. Bien, c'est ce mécanisme-là qui le permet. Si on baisse la pression en augmentant la vitesse de l'air, qu'est-ce qui va arriver? Les flotteurs, l'essence qui est ici dans le réservoir qu'il y a là, lui, il est collecté avec la pression atmosphérique. Il y a un vent, là, il est collecté à l'extérieur. Bien, ce qui va arriver, c'est que si la pression ici est plus basse que là, la pression atmosphérique va pousser sur le liquide, puis elle va le forcer à déborder de ce côté-là. Puis là, le moteur est nourri. C'est fou quand même, hein? C'est super intéressant. Comment? Là, il y a des canalisations à l'interne. Comme lui, par exemple, ici, on voit, il y a deux vis dans le fond ici. Ces deux vis-là, eux autres vont calibrer la quantité d'essence. Il y a un trou d'une grandeur bien précise. Après ça, ça passe en dedans. C'est un moule. Il y a plein de trous là-dedans. C'est un moule, il y a une canalisation. Ça remonte ici en haut. Puis lui, l'essence est déjà toute proche. Mais aussitôt que la pression ou la vitesse de l'air commence à augmenter puis que la pression baisse ici, bien, le niveau va baisser un petit peu ici. La pression va pousser là, puis on va le forcer à déborder comme ça. Puis en même temps, la vaporisation se fait mieux quand la pression est plus basse aussi. Fait que les gouttelettes, ça sort quasiment à la chaudière là, de ça. Là. Bon, bien, ça sort à la chaudière, ça se fractionne parce qu'il y a beaucoup d'air autour, puis il y a des turbulences. Puis ce qu'on veut, ce que le carbu n'a pas vraiment été capable de réaliser, là, même à la toute fin, c'est de rendre ça en brume, puis d'enlever le plus de gouttes d'essence possible, puis de le rendre en brume. Bon, ils ont quand même... Il y a des dispositifs pour l'aider dans l'intake, on en parlera un petit peu tantôt, là, mais il reste quand même que le carbu n'a jamais réussi à fractionner à 100% comme il aurait voulu l'essence en fines gouttelettes. Parce que plus la goutte est petite, plus qu'elle touche à de l'oxygène, plus que de... Si on cumule, mettons, on a une goutte d'essence, une goutte, si on cumule sa surface pour l'oxygène qui touche à toute la surface de ça, parce qu'on a besoin de l'oxygène puisque ça brûle, bon, on va avoir on va dire un pied carré X. Mais si la même goutte, on la fractionne dans des millions de micro-gouttes, bien, on va avoir plus de surface qui va toucher à l'oxygène, ça va donc brûler mieux, on va avoir plus de chaleur, moins de pertes. Parce qu'une goutte d'essence vis-à-vis 1 million de micro-gouttes, elle va brûler moins bien parce qu'au centre de la goutte, il n'y a pas d'oxygène qui y touche. Fait que ça ne brûlera pas aussi bien. L'injection, c'est beaucoup amélioré. A beaucoup amélioré ça parce que déjà les premières injections ils fractionnaient l'essence déjà beaucoup mieux. Puis en 85-86, si on regarde aujourd'hui, ça fait quand même 2-3 semaines depuis ce temps-là, ça s'est amélioré encore plus. Fait que les véhicules s'améliorent de plus en plus. C'est curieux parce qu'on avait quand même une consommation d'essence raisonnable avec ces chars-là. Aujourd'hui, on se ramasse avec une consommation d'essence un peu meilleure. Les véhicules sont plus lourds, les moteurs sont plus forts.
puis ils sont plus gros. Les VUS là, qui mettent un paquet de stock dans les portes puis en dessous des sièges pour que ça fasse n'importe quoi, l'air climatisé, monter, descendre, vibrer, tout ce que tu veux. Bien, les chars ils sont rendus qui pèsent 4700 livres aujourd'hui. Un VUS, c'est pas rare. 4300 livres, c'est pas rare. Mais ces chars-là, là, malgré tout, qu'il n'y avait pas de plastique, rien, c'était pas si pesant que ça. Là. Un Pontiac ou un Chevrolet en 1953 pesait 3400 livres. Puis il y avait un que les boutons du radio qui étaient en plastique, quasiment. Fait que, mais ça... Tu sais, c'était pas performant tellement, c'était pas dur sur le gaz non plus, mais ça offrait pas beaucoup de puissance non plus. Fait qu'aujourd'hui, tu prends un 3.8, 6 cylindres d'aujourd'hui, puis tu prends le même 6 cylindres avec la même grosseur de cubage de l'époque, tu n'as pas le même rendement, mais en partie, c'est grâce à l'injection aussi. Il y a d'autres affaires, là, mais l'injection a bien aidé à améliorer ça. Là. Fait que, on a un paquet de canalisation qui transfère le gaz du réservoir à le giclage principal. Pour la mise en route du véhicule... Oui, tu cites la flotte. Oui, mais j'y arrive. Je vais essayer de suivre l'ordre logique, là, mais j'y arrive. Oui. Oui, on y arrive. J'y arrive. Faut pas oublier, là, c'est parce que moi j'ai peur d'oublier le choke, là, on va en parler tout de suite, là, j'ai peur de l'oublier. Quand le moteur est froid, là, puis tout est froid, le carbu est froid, on a besoin, le carbu, lui, il ne délivrera pas assez d'essence pour mettre le moteur en route. C'est pour ça qu'on a un choke ici. Le choke, ben, c'est la palette qu'on voit là qui s'ouvre. Lui, il est manuel, lui, il est automatique. Lui, il y a un ressort dedans, on expliquera ça tantôt. On est obligé d'enrichir en enlevant de l'air et en forçant aussi parce que la palette du choke ralentit l'arrivée d'air. Forcément, le moteur, lui, il en veut tout autant, que ça soit chaud ou froid, lui, il en veut tout autant. Et si on, par la palette, qu'on est en dessus de nos gicleurs, qu'on le coupe ici, ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir plus d'essence qui va déborder. Parce que là, on va avoir une aspiration qui est beaucoup plus grande, puisqu'on a une restriction en haut. Si on a une restriction en haut puis que lui déborde un peu plus, bien là, c'est plus facile de faire la mise en route à froid. Ça ne sera pas long. Après ça, on va l'ouvrir puis le moteur chaud, tout va être correct après. On expliquera ça dans la combustion, pourquoi que froid, ça ne marche pas bien, puis chaud, à moins qu'on ait du temps aujourd'hui, on verra. Les chokes peuvent être manuels ou automatiques, comme celui-ci. Lui, il y a un ressort là-dedans qui est thermostatique. C'est-à-dire que sa tension varie selon la chaleur. On a son entrée de chaleur qui est ici, qui va la prendre dans l'échappement en général. Le tuyau, c'est un tuyau en cope ou en acier, peu importe. Puis il s'en va à travers l'échappement. Il ne respire pas de l'échappement, il respire de l'air extérieur, mais l'échappement passe autour du tuyau pour réchauffer l'air. Puis après ça, l'air est aspiré par un micro-conduit qui est connecté au vacuum du moteur en dessous. Fait que ça vient bien chaud. Le spring ramolli, il part dans l'autre sens. Il permet d'ouvrir le papillon du choke de façon automatique. Mais c'est la même raison que... Oui. Dans le cas d'un choke électrique, ouais. Comment se fait pour savoir qu'il est rendu chaud? Tu as juste ton 12 volts qui arrive au choke? Bien, c'est un élément chauffant qu'il y a là-dedans, mais c'est le même principe. Tu as le même ressort dedans, mais c'est un élément chauffant. Fait que, tu sais, par exemple, là, tu bricoles sur ton char, puis tu laisses la switch à on parce que tu as besoin de faire un test. Puis ton char, tu ne l'as pas parti, puis il fait froid un peu, mais pendant que tu fais tes tests électriques, ton choke, il va ouvrir parce que là, il est alimenté vu que tu as mis ta switch à on. Fait que ça, c'est traite un peu. Il y en a une couple qui se font pogner avec ça. Ils bricolent le char, mais la switch à on, mais après ça, il est dur à partir. Bien, le choke est ouvert. Lui, il est pas assez intelligent. Là, le choke, c'est pour savoir que tu bricoles sur ton char. Lui, s'il reçoit du courant, il va tout de suite se mettre à travailler. Là. Dans tous les systèmes automatiques, manuels aussi, là, dans certains, là, mais dans tous les systèmes automatiques, on a un piston au vacuum qui est derrière ça pour qu'aussitôt que le moteur se met en route, aussitôt qu'il part, là, qu'il commence à se réveiller, il faut absolument que le choke se rouvre ici. Il ne faut pas qu'il reste comme ça. Là, le spring n'est pas assez intelligent pour savoir, lui, que le moteur vient juste de se mettre en route. Fait qu'ils se sont dit, OK, on va l'aider. On met un piston à l'intérieur de ça qui, lui, réagit avec le vacuum. Aussitôt que le moteur se met en marche, le piston, il se bat contre le ressort un petit peu, exprès pour pas que le moteur cale. Parce que si on le laisse comme ça, on devine ce qui se passe, il va partir, il va s'éteindre parce qu'il n'y a pas d'air. Ça y en prend quand même un peu. Là. On n'a pas le choix. Là.
Fait que lui, ici, là, à l'intérieur de ça ou derrière ça, on a un petit piston qui réagit avec le même conduit, le même conduit qui aspire l'air pour réchauffer le spring. C'est pour ça que je vous dis, l'engineering là-dedans, là, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a un paquet de trucs qui ne marchent pas bien là-dessus. Bon, ben, ils ont conçu un dispositif pour aider ou améliorer le cossin qui ne marche pas bien, tu sais. Ça nous donne une pièce d'équipement comme celle-là qui est vraiment intéressante. Le spring, c'est aussi niaiseux que ça. Puis ce spring-là, si on le chauffait, en le chauffant, il va partir à tourner tout seul. Dépendamment du sens, là, il va se mettre à tourner, puis en se refroidissant, bien, il revient à sa position initiale comme ça. Puis plus il fait froid, puis plus il pousse sur le choke pour le garder fermé, parce que c'est toujours la même affaire. Il a besoin d'être enrichi un peu plus quand il est bien froid. On voit le dispositif ici du petit piston. On voit la tringlerie du piston, là. Vous la voyez tous? Mais le piston, si on regarde comme il faut, là, il est aspiré par ce trou-là dans un conduit du carbu qui est ici. Il y a un petit conduit qui va chercher le vacuum. On regarde, on le voit bouger, avancer puis reculer. Bien ça, c'est le petit dispositif pour corriger le fait que le spring n'est pas assez intelligent pour se rétracter tout de suite quand le moteur se met en route. C'est quand même assez fascinant quand tu vois toutes les petites affaires. Ah? J'ai rien compris. Ah, oui. Non, mais on vous invite à venir. C'est plus facile. C'est plus facile. Bon, j'expliquais ici, là, le petit mécanisme, là. Mais s'il y a quelque chose, de toute façon, si vous voulez voir quelque chose, merci Guy, là. Si vous voulez voir quelque chose, vous ne voyez pas bien ou je ne pense pas à vous autres, lâchez un petit whack, là, posez une question, puis on va vous répondre. Il n'y aura pas de souci. Mais pas les 800 000 en même temps parce qu'on n'y arrivera pas à midi. Bon, les chokes, ça va. On a un peu parlé de ça. Je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à d'autres choses. Ben oui. C'est ça. C'est ça. Quand tu regardes tout ça, tu regardes tout le mécanisme là-dedans, les petits trous, le moulage, puis c'est qu'il faut que ça donne un rendement. Il ne faut pas juste que ça marche, point. Il faut que ça offre un rendement satisfaisant. Quand tu regardes tout ça, là, on peut pas, quand on aime la mécanique automobile ancienne comme ça, on peut pas être ébahi ou étonné puis en admiration. C'est pas possible. Sinon, tu n'aimes pas ça pour vrai. Là. Si tu n'apprécies pas ce genre de produit-là ou de pièces, c'est fou. Là. Pas obligé de le réparer et de le comprendre, mais c'est quand même assez... C'est quasiment le plus complexe de toute la mécanique. Quasiment, oui. Parce que tu regardes là, tu as vu le broquet, des pistons, c'est facile à voir. Ouais. Ça, c'est pas... Exactement. L'autre affaire qui est complexe dans une auto, je dirais aussi, qui pourrait être du même calibre, c'est la transmission automatique. Mais à part de ça, là... Mais hein, faire les moules, puis là, c'est pas tout, là. Eux autres, là, ils ont combien de moteurs sur des bancs à l'époque pour tester un carburateur? Ben, les fabricants... En fait, les fabricants ne fabriquaient pas les fabricants automobiles ne fabriquaient pas de carbu. Ils faisaient affaire avec des compagnies spécialisées. Par contre, ils disaient aux spécialistes des carburateurs, ils disaient, toi, viens ici, là, on a un moteur sur le dynamomètre, puis on a besoin d'un carbu pour ce moteur-là. Fait qu'eux autres prenaient des paramètres d'aspiration puis de CFM, tout ça. Ils disaient, OK, on va vous faire un carbu pour ce moteur-là, puis ils venaient l'essayer. Ah, ça marche pas bien, on va grossir tel trou, on va rapetisser tel trou, on va faire ça. Puis à un moment donné, ça finit par rentrer en production parce que ça marche bien, puis ça donne ça, là. Pourquoi les 2 barils et 4 barils? Je me rappelle, jeune, il y avait des 4 barils. Là. Ouais. Ça déménageait. Ben, c'est pour nourrir les moteurs, en fait. Tu sais, j'exagère, mais mettons qu'on prend le moteur de 7,2 chevaux qu'il y a là, c'est un 425 cc, on ne mettra pas un 4 barils là-dedans, parce que, là, c'est vrai, c'est drôle, mais il y a une autre raison, à part que c'est drôle, c'est qu'on n'aurait pas assez de débit d'air pour faire fonctionner les 4 barils. Parce que ça, là, ça ne respire pas beaucoup, là. Tu sais, un moteur, c'est une pompe, un moteur, c'est comme une balayeuse, là. Mais t'as des... Ah ouais, c'est ça, ils mettent un scoop sur le capot, ouais. C'est ça. Bien là, c'est ça, pour y arriver à mettre un 4 barils sur un petit moteur comme ça, bien, il faudrait rapetisser les barils tellement petits pour qu'on ait un débit d'air, exactement, un débit d'air convenable pour faire déborder le gaz. Mais là, à un moment donné, ça ne marche plus, c'est bien plus simple, c'est plus économique de faire un baril qui est de la bonne dimension, puis ça fait un job pareil, là, tu sais.
bien, c'était tout assemblé à la main, mais sur une chaîne. Il y a quelques vidéos qu'on voit. La plupart du temps, d'origine flambant neuf, les compagnies de carburateurs faisaient assembler ça par des femmes. C'était pratiquement tout le temps des femmes qui assemblaient ça parce que leur motricité fine était plus grande que les hommes. Fait que c'est souvent les vidéos où on voit des carbus être assemblés, des vidéos vintage sur YouTube, la plupart du temps, c'est des femmes qui assemblent ça. Ils vont presser les plugs. Une fois qu'il est machiné, il faut boucher certains trous parce qu'on est obligé de faire un trou pour rentrer l'outil jusqu'au fond, mais on a besoin du trou juste au fond. Fait que, une fois que l'outil est sorti, ça prend une plug pour boucher le trou. Bon, ben, le carbu arrivait, il y avait des petites presses, mais c'est des femmes qui faisaient ça. Ils étaient plus délicates, puis ils réussissaient mieux que les hommes à les produire. Oui, bien, les plugs en question, il va sûrement en trouver un qui a une plug pour expliquer. Là. Non, regarde. Oui, c'est ça. Ça, c'est un autre débat, là. Embarque pas là-dedans, là, parce que ça va... moi, je suis pas responsable, là. Oui, c'est ça. Non, oui, c'est ça. Mais regarde, on le voit bien sur lui, là, ici, là. Il y a une plug là, 2, on est rendu à 2, 3, 4, puis 5. Juste sur ce secteur-là, il y a 5 plugs. C'est des trous qui ont servi au machinage en général. Fait qu'il y avait une espèce de rivet, on va appeler ça un rivet si on veut, là, puis il était fabriqué de la bonne dimension, puis le corps du carburateur passait, puis la dame, elle pressait les rivets à boucher les trous selon les specs, tu sais. Certains ont besoin, comme par exemple, ce carburateur-là, je le connais, l'année suivante, curieusement, ça c'est pour ajuster la quantité d'essence au ralenti, mais curieusement, l'année suivante, il y en avait 2. Fait que ça permettait un ajustement plus précis, mais avec un, ça fonctionne numéro 1. Fait qu'en 5, ça c'est un 53, il y en a une, puis en 54, le même numéro de carbu, si on veut faire la différence, lui, il y en a 2. Fait que la plug qui est ici, elle n'est pas mise, les filets sont faits pour être capable d'avoir une vis. C'est pour ça que je vous dis que les carbus, c'est bien important d'avoir les bons. Puis ça, pour les 2 chevaux, tu disais, Jean-Claude, bien, nous autres, on les connaît assez pour savoir sur tel moteur par cœur, mais c'est le bon numéro qui va là. Mais ils n'ont pas de... Ils n'ont pas de numéro comme là-dessus sur les modèles américains. On sait que c'est tel modèle qui va là-dessus parce que on finit par avoir l'expérience. Ça fait quand même assez longtemps qu'on en fait. Fait que le machinage, oui, on disait que c'était complexe. Le moulage de ça, c'est pour ça que c'est intéressant un carburateur. C'est pour ça. Toutes ces raisons-là. Les vis d'ajustement pour le ralenti, lui, il y en a 2. On le voit bien ici. C'est ni plus ni moins qu'une vis avec une pointe très affilée. Fait qu'on ne se gratte pas une oreille avec ça, on risque de se faire mal parce que c'est quand même pointu. Puis ce qu'on veut, c'est justement fractionner l'essence au ralenti pour que quand elle sort le plus en giclée possible pour qu'elle se mélange le mieux possible. Puis après ça, en même temps, sa quantité. C'est pour ça que c'est comme ça. La même chose. Oui. Lui, il y en a un pour chacun des corps. Puis là, lui, c'est un double corps. Et lui, il en a juste un. Ouais. Vous dites que le deuxième corps, c'est une fonction. Non, l'autre, c'est que ici, il doit y avoir une canalisation qui traverse pour nourrir l'autre corps aussi. Tout simplement. Ça doit être juste ça. Puis, ici, il y a un joint. Oui, il y a un joint qui vient ici. En dessous de ça, il y a des canalisations. Qu'est-ce que tu veux dire? Bon, bien, ça, après ça, ça rentre dans la tubulure d'admission, puis ça s'en va au moteur. Là. Tu sais, lui, il est posé de cette façon, puis tu as des trous, des chemins qui vont se continuer jusqu'à la chambre à combustion, oui. Les ouvertures sont progressives quand il y a plus que 2 corps? J'ai pas compris. Les ouvertures sont progressives? Non, pas sur ceux-là. Là, j'en ai pas de proche, là, mais si on prend, par exemple, un certain carburateur de 2 chevaux, justement, les derniers modèles qui ont 2 barils, les barils ouvrent un après l'autre. Fait que tu as le premier qui est assez gros, il n'est pas si gros que celui-là, mais presque. Il va ouvrir en premier, puis vers, je dirais, 80% de sa course, le deuxième va ouvrir. L'autre, il rouvre avec sa tringlerie, il rouvre vraiment, vraiment rapidement. Là, tu sais, bang, il rouvre bien rapidement. Fait que, on le sent sur une 2 chevaux, quand le deuxième baril rouvre, on sent que le moteur accélère un peu plus et moins progressif. Tu sais.
Ah, la belle-mère, elle a cote dans le siège depuis longtemps parce que sa gravité terrestre l'a écrasé pas mal. Puis, c'est là qu'ils ont sorti les épithètes, ouais, c'est ça. C'est ça. Oui, ben en fait, c'est que, oui, il y a beaucoup de carbus, mais ils n'ont pas tous, là, mais il y a beaucoup de carbus qui ont un épaisseur, c'est ça, merci, c'est le mot que je cherchais. Il y a différentes épaisseurs, mais c'est tout le temps plus épais qu'un gasket régulier. Puis il y en a, là, il y en a qui ont jusqu'à 3/4 de pouce, mais le plus populaire, c'est une demi. On voit une demi, là, on voit ça souvent. Ce qu'on ne veut pas, c'est que c'est transférer la chaleur du moteur directement au carbu, puis qu'il faut que le carbu reste le... C'est ça, c'est en plein ça, c'est de l'isolation. Non, c'est de l'isolation pour la température. Ce qu'on ne veut pas, là, les moteurs aiment l'air froid puis l'essence froide. Okay? Mais on sait bien, là, c'est pas simple. Là. Mais encore là, on n'est pas dans les chars de course où ils prennent l'air en avant, ailleurs, puis bon, on n'est pas là, là. Nous autres, on est les chars d'origine. Ah oui, mais c'est ça. On n'est pas là-dedans. Mais c'est ça qu'on souhaiterait pour nos chars ordinaires, c'est ça qu'on voudrait. Mais bon, on n'est pas là-dedans, on fait des chars d'origine, puis on vit... Tu sais, les chars d'origine, là, on les aime bien, là, mais c'est le résultat d'un paquet de compromis. Parce que tu as l'ingénierie du moteur qui voudra avoir tant d'espace en dessous du hood. Oui, c'est ça. Tu sais, fait que tu as le gars qui fabrique le moteur pour le futur char qui s'en vient, puis il dit au gars du design, moi j'aimerais ça que tu me donnes un capot à telle hauteur parce que je ferais prendre l'air, mettons, à telle place. L'autre, il dit non, on va avoir un capot à telle hauteur, fait qu'arrange-toi pour que le carbu ait telle hauteur, puis tu prendras l'air en dessous du hood, on s'en fout, là. Ouais, ça, c'est plus vrai, ça. C'est plus vrai. C'était vrai il y a longtemps, jusqu'au milieu des années 50, mais les compagnies il faut s'imaginer, pensez à ça comme il faut. Bien, c'est certainement pas ça qui arrive. Certainement pas ça qui arrive. Oui, bien, ça arrivera à tout le monde. C'est ça le problème, c'est que ça ne vient pas de l'essence, ça vient du véhicule, le problème. Mais avant, ça venait de l'essence. Il y a de la documentation là-dessus qui en parle. Mais c'est plus vrai, là. Les compagnies des fabricants d'essence, l'essence a beaucoup évolué là, depuis les années 30. C'est plus la même essence qu'on utilise aujourd'hui. Nos chars marchent bien pareil. Mais du Vaporlock, là, ça ne se fait plus aujourd'hui. On oublie ça, là. À moins que... Oui, mais tu peux avoir... on parlait de la pompe d'accélération, exemple, là, à ce moment-là. Oui, non, mais tu sais, à ce moment-là, il faudrait voir qu'est-ce qui se passe, là. Mais chaque trouble a son... Oui, c'est ça. Mais il faut le poigner sur le fait, parce qu'il y a des troubles qui ne sont pas trop faciles à trouver. Là. Mais on va le trouver. Oui, bon, l'isolation, c'est ça, comme on disait, l'idéal, c'est d'avoir de l'air froid puis du gaz froid, mais... Tu sais, le carbu pour la plupart des véhicules américains, il est en plein milieu du hood, c'est-à-dire en plein milieu du moteur pour les V8. Puis il ramasse beaucoup de chaleur. Puis le tuyau, il ne gêne pas de passer le tuyau d'arrivée d'essence en partant de la pompe, il passe proche de l'exhaust. Tu sais, c'est comme le contraire de la logique. Puis en plus, il respire de l'air chaud en dessous du hood parce que le filtreur, tu as le petit bout qui sort de là du filtreur ou pas pantoute. Puis il est pile en dessous du hood, il respire l'air chaud. Enfin... Oui, il est sur le côté, mais il est... Oui, bien c'est ça. Pour les moteurs en ligne comme le tien ou le mien, bien, tu as le carburateur qui est à côté du bloc moteur, mais tu as l'exhaust et l'intake qui sont les deux morceaux, un par-dessus l'autre. Tu sais, c'est pas... ça marche bien pareil, mais c'est... Comment? Puis boulonnant ensemble, c'est ça. Mais bon, c'est comme ça, puis eux autres, il y avait un souci d'économie, rendement moyen, puis pour que ça fonctionne pour la plupart des gens, pour aller travailler, aller en vacances, puis tout ça. Ça donnait ça, mais c'est pas... tu sais, un gars qui fait de la course, là, puis il rouvre le hood, là, mettons du Fury qui est à l'autre bord, avec le carburateur en plein milieu, la balle à air par-dessus, puis il respire l'air chaud. Il va dire, la première affaire qu'il ferait, le gars, la première chose qu'il ferait, c'est peut-être mettre un isolant en dessous du carbu, mais il prendrait l'air en avant ailleurs, c'est sûr et certain. Là, il emmènerait un tuyau là, pour faire prendre son air plus frais plutôt que de prendre l'air qui est en dessous du hood. Quand tu fais un peu de trafic avec ces chars-là, puis que tu as 3-4 lumières d'affilée, le hood fermé, il fait 28,
Il fait chaud en maudit en dessous du hood, là. Donc là, le moteur respire de l'air chaud. Tu sais, c'est pas... aussitôt qu'on roule un peu, l'air se rafraîchit, puis c'est correct, là, parce qu'il y a un débit d'air, mais... Oui, mais c'était pour pallier à ce souci-là. C'est ça. C'est pour prendre de l'air frais, le plus frais possible. Bien, c'est en avant, le plus loin du moteur possible. Tu sais, c'est... Ouais, puis c'est comme ça. Mais bon, c'est correct, on les aime pareil, nos chars d'origine, puis c'est comme ça, mais c'était pas nécessairement... Faut pas penser que c'est pas pour rien que les chars de course sont pas montés avec ou de la même façon qu'un char d'origine, parce qu'il y aurait les mêmes performances qu'un char d'origine. Tu sais, c'est logique, là. Dans les grilles ou dans l'aile, c'est ça. C'est vrai, au milieu des années 70, on commençait à avoir les filtreurs à collecter après la faucelle ou quelque chose du genre. Bien, c'est pour améliorer le rendement, puis respirer de l'air un peu plus frais. Puis, parce qu'en réalité, le moteur, lui, il va tomber beaucoup moins performant quand il y a de l'air chaud et du gaz chaud. Il marche bien pareil, là. Mais le mien, mon char, là, je m'en rends compte, là, c'est assez facile de voir la différence, là. Quand je le pars, puis je décolle tout de suite avec, il est beaucoup plus prime que quand il est chaud. Quand il est chaud, bien là, en dessous du hood, c'est chaud, puis tout est chaud, puis... mais pas quand je roule sur l'autoroute, on ne fait pas la différence. Mais quand tu décolles sur un coin de rue, le moteur froid, puis le moteur chaud, c'est pas pareil. L'autre, il tire un peu moins bien. Mais c'est pas un problème, là. Il n'y a pas rien à corriger là. C'est une question de... Tout est chaud, puis il respire de l'air chaud, puis le gaz qui arrive froid dans l'arrière, bien, il finit par se réchauffer parce qu'il approche du moteur, puis... C'est ça. C'est un paquet de compromis, ce qu'on a, là. Nos vieux chars, là, c'est le résultat d'un paquet de compromis. Comme dans l'idée, c'était lui qui gaz chaud, qui a respiré plus facilement, mais... Ouais. Il est plus en vapeur plutôt que des coups de baiser. Bien, c'est logique. Si on chauffe... Ça, c'est vrai. Si, par exemple, on avait 2 plats de gaz ici, puis qu'on en chauffe à un, il y en a un qui va s'évaporer plus vite. Mais le problème, c'est qu'on voudrait l'évaporer, mais sans qu'il réchauffe trop, tu sais. Et que c'est ça qui permet aussi le fait de baisser la pression en augmentant la vitesse de l'air. Ça a un effet aussi sur l'évaporation. Ça l'aide à s'évaporer sans nécessairement le chauffer. Fait que c'est un avantage aussi, là. Tu sais, c'est pour ça que je suis bien épaté, moi, d'un carbu. J'ai beaucoup d'admiration pour ces gens-là qui ont découvert toutes ces petites affaires-là, tu sais, tous ces petits... ces astuces là, assez incroyables, là. Il y a eu des... Sur Internet, c'est quoi l'effet de l'indice d'octane sur l'essence et la carburation? Ah, c'est surtout l'indice d'octane, c'est en rapport surtout avec l'allumage, en fait, et non pas le carburateur. Mais on va y arriver à l'allumage parce qu'une fois que le moteur va être nourri, il va falloir allumer tout ça au prochain atelier, là. Fait que c'est sûr qu'on va en parler. L'indice d'octane, ça rend le... On va résumer ça vite fait. La super puis l'ordinaire n'ont pas le même indice d'octane, ça, tout le monde est au courant de ça. Sauf que la super, avec son haut taux d'octane, est plus difficile à allumer que de l'ordinaire. Fait qu'on pense que la super va nous donner plus de puissance. En réalité, c'est faux. Il va être plus dur à allumer. Donc, la super pour les moteurs à haute compression vont permettre d'éviter de l'anti-allumage, de l'auto-allumage. C'est ça que ça permet, le super. Mais pourquoi qu'on met du super dans un char performant? C'est pas pour qu'il marche plus, c'est pour éviter qu'il y ait de l'auto-allumage. En fait, en gros, c'est ça, là. Puis les moteurs plus petits vont facilement endurer l'essence ordinaire parce que le taux de compression est plus bas. Dans ton Packard, tu peux mettre de l'ordinaire sans aucun souci. Tu sais, mais moi, je recommande de mettre du super à tout le monde parce que les chambres à combustion sont souvent pleines de carbone. Puis là, le carbone devient un problème pour allumer l'essence avant la bougie. Fait que si tu mets du super puis ta chambre à combustion est pleine de carbone, mais au moins tu t'aides un peu, tu sais. Tu t'aides un petit peu. Fait que, oui. Je peux juste rajouter peut-être un petit quelque chose pour le super versus l'ordinaire. Ouais. La plupart des stations, le super aussi, il n'y a pas d'éthanol dedans. Oui, c'est vrai, il n'y a pas d'éthanol. Ça ne pas de l'humidité. Donc, si tu as une vieille voiture qui ne roule pas souvent, tu as du ordinaire dedans, tu peux te ramasser avec plus de taux d'humidité et d'eau dans l'essence. Ouais. À cause qu'il absorbe dans l'air. Oui, le seul problème que j'ai avec ça, mais c'est vrai, le super, il y a souvent du super sans éthanol. Le problème, c'est qu'avec l'éthanol, moi, j'ai jamais vu un char encore rentrer ici à cause de l'éthanol. J'ai rien vu jusqu'à date. J'ai pas vu un carburateur détérioré par l'éthanol. J'ai pas vu un gasket détérioré par l'éthanol. Jusqu'à date, là, moi, ici, là, on en fait des carbus souvent, on répare des chars sur pour toutes sortes de problèmes.
J'ai pas vu de pompe à essence détériorée à cause de l'éthanol. Fait que jusqu'à date, là, moi, je dirais que l'éthanol ne cause pas de soucis. Là, je sais qu'il y en a qui vont grincer des dents, là, probablement. Là. Mais la preuve jusqu'à date, moi, je ne l'ai pas vue. Ouais, mais toi, t'avais-tu une flotte en liège? Ouais, c'est ça. Mais les vieux chambres, le tien, il y avait des flottes. Ouais. Ben, si tu avais une flotte en liège, faut s'imaginer qu'elle n'était plus bien jeune. J'en ai remplacé une flotte en liège. Ouais. Oui, ça se peut. Mais tu sais, il y a des filtreurs pré-pompes aux stations-service. Puis ça peut arriver aussi que qu'est-ce qui sort du nozzle n'est pas toujours non plus 100% propre. Là. À l'œil, on ne le voit pas, mais je pense que si on faisait une analyse, là, on trouverait peut-être des débris. J'ai travaillé longtemps dans le propane, puis le propane, on pense que c'est parfaitement propre, mais le propane, on réparait des chariots élévateurs au propane, les vaporisateurs, tu as plein de marde parce que ça venait du propane. Le propane non plus n'est pas 100% clean. Fait que oui, tu peux trouver des résidus que tu as toi-même mis dans le tank, mais pas juste qui vient du gaz aussi. Il ne faut pas oublier une chose, quand tu enlèves le bouchon pour mettre du gaz, bien, il y a de la poussière dans l'air. S'il vente, tout ça, ça rentre dans le tank, là. Ça rentre dans le tank. Fait que si tu mets du gaz tout l'été ou tu t'en sers souvent, bien, à chaque fois que tu rouvres le bouchon, tu es exposé aux éléments extérieurs. Tu sais. Puis tu peux avoir le bec qui a de la merde dessus, puis tu t'en rends pas compte, puis tu la mets dedans parce que le gars avant l'a échappé à terre, puis tu sais, des trucs comme ça. Là. Bien, ça aussi, ça peut. C'est comme une souffleuse. Là. Il y a du monde qui ont du trouble avec le souffleuse. Je dirais pas l'hiver, parce que c'est l'hiver qu'on se sert d'une souffleuse. Là, mais généralement, ouais. Mais il manque de gaz en pleine tempête de neige, puis ils mettent du gaz pendant qu'il neige. Bon, ben, tu sais, non, mais regarde, c'est ça, là. Après ça, ils se demandent pourquoi est-ce qu'il y a du gaz, de l'eau dans le carbu. Mais c'est ça, je veux dire, tu sais, c'est l'heure? OK. Break time. L'heure de la pause. Il y a une petite pause quand même. J'ai travaillé 9 mois pour Pratt & Whitney en sortant du cégep, puis eux autres, ils appellent ça des Fuel Unit Control parce que ça varie en fonction de la pression. Là. Ah, ben oui, oui. Il y a des groupes d'ingénieurs, ils gagnent leur vie. Tu sais, nous autres, on travaillait. On va dire à M. Gélina en direct qu'on garde sa question pour le retour. Ah, M. Gélina, c'est fait, c'est dit. Il y avait une bonne question pour le retour. Il y avait une bonne question, on garde pour le retour. C'est rare qu'il y ait des bonnes questions, lui. Oui, il y a des bonnes questions. OK. S'il y a une bonne, on va y répondre. Fait que c'est ça, mettons, comme moi, j'ai travaillé 9 mois, c'était tout le temps sur le même moteur qu'ils connaissent depuis 20 ans.